c'est une communauté de corruption, mais cela ne permet pas à un autre pays, en l'occurrence le Rwanda, d'y mener la guerre qu'il fait avec les souffrances qu'on en voit et de voir la communauté internationale se taire. Alors pourquoi la communauté internationale se tait? 3 raisons. Une raison beaucoup plus ancienne qui est presque héréditaire, c'est la culpabilité du génocide rwandais, qui continue à ronger certains acteurs de la communauté internationale. Alors face à une victime d'un tel massacre, on n'ose pas reprocher quelque chose. Ça, c'est la première raison qui est là. Chez plusieurs dirigeants, les génocides a eu au Rwanda, Kagame a les droits de se défendre, d'autant plus que le président Kagame a fait des discours de victimisation sa principale arme au niveau international. Dès qu'on les critique, la réponse est « vous soutenez les génocidaires ». Et donc ça, c'est devenu l'argument principal et ça paralyse la communauté internationale. Deuxième responsabilité, à mon avis, qui va beaucoup plus loin, je pense, et qui, là, nous amène à nous interroger, c'est sur les profits de cette guerre. J'ai l'habitude de poser une question simple. Pourquoi on peut soutenir les Rwandais si les choses se limitaient au niveau des intérêts, alors que les Rwandais ne donnent rien? Les minerais qui passent par les Rwandais proviennent du Congo. Mais pourquoi? Sans doute parce que des uns et des autres ont des intérêts, parce que le président Kagame connaît les discours internationaux, parce qu'il a des amis, parce qu'il a des relations. Et donc, on le voit, des rapports onusiens disent clairement que les Rwandais appuient les M23, soutiennent les M23, elle est responsable de ce qui se passe, et on n'a aucune condamnation. On a quoi? Le président Kagame doit utiliser ses bons offices pour calmer la situation. Mais entre-temps, il y a des dizaines de morts. Entre-temps, il y a des crimes documentés, notamment dans les rapports mapping, sur les crimes commis d'abord directement par l'armée rwandaise et d'autres commis par ces supplétifs, dont les M23, les CNDP et j'en passe. Et ça, il n'y a toujours rien au niveau de la communauté internationale. Ce qui s'ajoute à la situation aujourd'hui, et c'est peut-être les derniers éléments, c'est la situation en Ukraine. Évidemment, tous les efforts sont mobilisés et les yeux sont tournés vers l'Ukraine parce que là, il y a une urgence, parce que là, au niveau géopolitique, c'est beaucoup plus important. Et ça, c'est quelque chose... on oublie le reste. On oublie les restes. Et c'est quelque chose que, si moi, je peux comprendre, parce que je suis en mesure de comprendre les enjeux au niveau mondial et de mesurer les tensions et les coûts pour les Occidentaux, pour les Nations Unies, mais les populations qu'on a vues en train de souffrir dans les reportages du M23, elle ne peut pas comprendre. Pour elle, elles subissent exactement la même chose que les populations ukrainiennes. Et en Ukraine, on apporte des armes, on apporte des nourritures, on met des couloirs pour des réfugiés. Et au Congo, on ne fait absolument rien. Alors, on peut comprendre leur tristesse et parfois leur colère contre ces nombreuses forces internationales qui sont sur place et qui ne font rien. Ouais. Madi Diembe, ce sentiment d'être oublié, vous le ressentez aussi alors je sais que les chiffres, voilà, tout le monde n'est pas d'accord avec ces chiffres, mais du coup, quelle est la réaction aujourd'hui de ce... Si on a 300 000 hommes, où sont-ils? Quand on voit ces populations qui souffrent, quand on a 300 000 hommes, où sont-ils quand nos villes continuent à être occupées? Si on a 300 000 hommes, pourquoi faire venir quelques milliers de soldats est-africains, souvent, pour la plupart, complices des souffrances et des crimes en République démocratique du Congo? Comme je l'ai dit au début et comme vient de le dire Madi, le gouvernement congolais est dans une situation de honte nationale. Ça fait 30 ans que cette région n'a jamais retrouvé la paix. Ça fait 30 ans que les populations souffrent. Ça fait 30 ans qu'on nous parle de montée en force, en puissance de l'armée congolaise. Et ça fait 30 ans qu'on ne voit pas grand-chose sur le terrain. On voit la souffrance qui continue. Donc à ce niveau-là, il ne nous reste que l'espoir. L'espoir, pourquoi? Parce que je pense qu'au-delà de l'armée, si cette partie du pays reste encore congolaise aujourd'hui, malgré différentes tentatives de balkanisation, de séparation, de division, c'est parce que la population congolaise, dans son ensemble, et en particulier dans cette région, reste unie dans l'idée d'un Congo. Et l'espoir aujourd'hui, c'est de voir cette jeunesse se relever pour dire on doit reconquérir notre territoire. Et ça, c'est une mise en garde, pas uniquement envers les autorités congolaises, qui ne font rien pour répondre aux demandes de la population. Mais c'est aussi pour moi une mise en garde que la communauté internationale, que les pays de la région ne prennent pas en compte. Ça fait 30 ans que cette région souffre
et que cette souffrance est plus ou moins contenue dans l'espace géographique de la République démocratique du Congo. Les pays voisins viennent piller, se servir, se mener leur propre guerre sur notre territoire, sans conséquences, sans réaction à l'international. Mais moi, je pense que si ça reste comme ça, un jour viendra où cette guerre quittera les territoires de la République démocratique du Congo pour les territoires voisins. Et en ce moment-là, la crise deviendra majeure. Et au-delà des questions géopolitiques militaires, c'est juste pour moi une loi naturelle. La population congolaise est la plus nombreuse dans la région. Elle est une population jeune. Aujourd'hui, ces jeunes de la région, depuis 30 ans, sont nés dans la guerre, ont grandi dans la guerre et sont devenus acteurs de cette guerre. Sans aucune formation, sans aucune précaution, ils ont appris à tirer et ils tirent aujourd'hui contre leurs propres frères. Mais demain, il suffira qu'il y ait un illuminé qui dise, comme le disait à son époque le président Laurent Désiré Kabila, il faut ramener la guerre d'où elle vient. On commencera à tirer au Rwanda, on commencera à tirer au Burundi, on commencera à tirer en Ouganda, au Soudan, au Kenya. Alors ça va être une explosion générale. Et donc il est temps qu'aujourd'hui, et ça c'est fondamental qu'on le dise, les rôles du gouvernement congolais, parce que très souvent, et ce discours revient maintenant à plein conflit, de penser que puisqu'il y a une question sécuritaire, les questions de gouvernance, les questions du processus électoral ne doivent pas compter. Or, c'est l'absence de la légitimité et donc des bonnes élections, des dirigeants redevables qui occasionnent cette démission de l'État, ce désordre et cette insécurité. Donc, il est essentiel qu'aujourd'hui, qu'on essaye d'organiser l'État congolais à avoir de bonnes élections, qui soient inclusives, libres, autonomes, d'avoir des dirigeants réellement choisis par le peuple et qui auront à cœur de trouver des solutions à ces problèmes qui durent depuis 30 ans avec des dirigeants illégitimes. Ouais. Alors, Madi Diembé,